Alors, je vous présente d'abord M. Marc Saint-Onge, ici présent, producteur exécutif, président de Blue Storm TV et directeur de la création. Sont ses rôles et responsabilités. En fait, c'est ses rôles et responsabilités. C'est pas ma bonne prise. Il faut aussi la Donc, son rôle et ses responsabilités chez Blue Storm, c'est d'être réalisateur, en plus d'être responsable du produit créatif chez Blue Storm. Il assure donc le choix de tous les réalisateurs, scénaristes et autres créateurs assignés au projet de leurs clients. Son sens inné de l'esthétisme, son approche visuelle percutante et ses précieux conseils sont mis à profit dans toutes les productions. C'est toi? Un petit rappel, Blue Storm a produit les artisans du Revue Global et toute la série du Revue Global, ainsi que la vie en verre. Et maintenant, il y a en ce moment les apprentis. Suite et fin du Revue Global. À Télé-Québec. Après un début de carrière en publicité, Marc Saint-Onge passe à la télévision où il conçoit, réalise et produit plusieurs magazines et séries documentaires diffusés au Canada et en France. Marc prend beaucoup de soin à créer des documentaires de fond qui savent informer en utilisant un langage simple et une composition graphique imagée. Le but étant de s'assurer de la compréhension des téléspectateurs quant à une notion technique et parfois très complexe appelée à être présentée. Donc, il a des études en politique et il a reçu plusieurs prix. Donc, pour le Revue Global, le prix Jean Besté à l'Académie canadienne de cinéma et de télévision. 6 prix Gémeaux pour donc ceux de la meilleure réalisation et de la meilleure série documentaire. Un prix Phoenix de l'environnement dans la catégorie éducation et sensibilisation. Il aura été remis par le gouvernement du Québec. Parallèlement, la vie en verre a reçu un prix Gémeaux en 2007. Donc, monsieur Oui, ça, c'est intéressant. OK, merci. Brigitte. Je vous laisse présenter ce que vous faites pour éduquer, sensibiliser à l'environnement et à l'éducation citoyenne. Merci. C'est beaucoup de mots pour finalement dire que si je peux résumer la maison de production Blue Storm, ce que c'est. Je vais dire ça en langage courant, c'est vraiment une bande de tripeux. Qui ont des convictions et des valeurs assez solides qu'on rencontre pas toujours. Ça a l'air prétentieux, mais c'est ça, parce qu'on a un code éthique qu'on s'est donné au sein de l'entreprise. Puis on aime travailler sur des causes, ça peut être l'environnement, ça peut être des causes sociales. On prépare pour Radio-Canada l'année prochaine une grande série de 10 épisodes sur la pauvreté au Canada. Par contre, on va arriver avec un style très particulier qui nous correspond et qui nous anime nous, c'est-à-dire un concept fort qui va rejoindre le plus de gens possible parce qu'on est convaincu que de prêcher à des convaincus, ça ne donne pas grand-chose. On se fait plaisir, mais ça n'a pas un grand rayonnement. Alors notre force, nous, c'est d'essayer d'aller chercher les gens qui normalement ne s'intéresseraient pas à une cause X, que ce soit l'environnement, que ce soit la pauvreté, que ce soit une cause sociale. Quand on amène ça de façon militante et de façon engagée et enragée, ça donne habituellement, et là je caricature à peine, ça va donner un bon documentaire. Vous allez voir une fois dans votre vie, 25 000 personnes au Québec vont le voir, et souvent ça va s'éteindre. Vous allez en entendre parler dans les journaux. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il en reste? Et je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire, ça prend ça. Et là, je vous ramène, en fait, je vais commencer avec ça, je vais vous ramener quand nous, on a commencé la série du Revue Global, on était en 2003. En 2003, on avait beaucoup de ces reportages-là, ces documentaires-là qui nous montraient l'état de la planète. Je vous rappelle qu'en 2003, on commence à prendre conscience collectivement. Beaucoup de gens l'avaient fait avant, mais là, ça va vraiment mal. Et c'est clair, on va mourir, on va juste mourir plus vite qu'avant. Ça va mal, les reportages le montrent, on commence à entendre parler de changement climatique, des impacts que ça peut avoir dans nos vies. On avait déjà entendu parler de surconsommation avant, mais c'était dans les années 70, la simplicité volontaire était un concept un peu abstrait. Et on n'était absolument pas dans cet état d'esprit-là dans les médias. Que ce soit journaux, radio, télé, je vous dirais qu'à part Louis-Gilles Francoeur dans Le Devoir, qui a toujours parlé d'environnement, et moi, qui a été la pionnière, qui a commencé, d'ailleurs on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Éco-communicatrice. Éco-communicatrice, à l'époque où nous on a commencé.
Et donc, le terrain, finalement, médiatique était absolument pas, il était vierge, mais il n'était pas du tout à l'écoute de la cause environnementale. Je me rappelle, en 2003 aussi, c'était le maximum, l'apogée de la télé-réalité. Et l'origine du rebut global, ça vient justement souvent, on va créer quelque chose parce qu'on est en colère contre quelque chose, ou on n'est pas en accord, ou on est absolument en accord avec quelque chose. Bref, il faut qu'il y ait une émotion qui soit créée au départ. Et cette émotion-là, ben, elle est venue d'une émission que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Extreme Makeover Home Edition, que nos voisins du Sud ont conçu, copié sur un concept british, qui s'appelle ici Les Anges de la Rénovation. Alors, je fais ça vite, une histoire très courte. Je suis assis dans le salon, à un moment donné, avec ma blonde, qui est productrice aussi, et on se met à regarder ça, parce que je suis un gars qui bricole beaucoup. Et là, je les regarde faire. Le concept de l'émission est génial. Il y a de l'émotion, il y a du grand déploiement, puis à la limite, il y a ce qu'on appelait à l'époque les billes, les coups de main collectifs, toutes les choses qu'on ne voit plus vraiment beaucoup aujourd'hui. Tout est là, sauf que le concept, c'est aussi de prendre une famille qui a vécu quelque chose de très malheureux. Le père est en Afghanistan, il a perdu une jambe sur une mine, le petit a typhus. Ils vivent dans un petit bungalow qui, jusque-là, leur convenait quand même pas si mal. Et on va leur construire un château avec 4 portes de garage, 3 tourelles. On va leur donner au Winnebago. Je ne sais pas comment ils vont payer les taxes et tout. Jusque-là, c'est encore pas si pire, ça reste un concept américain. Le problème, c'est que quand ils commencent l'émission, là, tu vois 50 gros toxons qui sont avec des barres à clous, des chainsaws, et qui vont raser tout ce qui est bon sans égard. Quand je suis assis dans le salon, je dis, ça peut pas être ça. Je comprends le principe de la télé-réalité, et j'ai rien contre parce que la télé évolue, le langage évolue. Autant la radio que les émissions ont changé, et ça, c'est un phénomène qu'il faut accepter, il faut juste l'utiliser à bon escient. Là, je vois ça, je fais comme ça. Ça ne peut pas être rendu là. Quelle bande de morons. Moi, je suis né à Victoriaville, le berceau de la récupération. J'ai eu comme prof à côté de la classe où j'étais, Normand-Maurice. On se disait, c'est fatigant, son histoire. Et finalement, ça a fini par rentrer. Si jamais vous doutez là, de ce que vous dites, j'étais même pas dans la classe de Normand-Maurice, il était à côté de la mienne. Mais on l'entendait, il venait nous agacer, il venait tester des idées. Là, je veux commencer à récupérer des feuilles. Écoute, au début, on le trouvait tellement fatigant. Avant que le discours commence à rentrer dans nos têtes, ça a pris tellement de temps. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Et 20 ans plus tard, je me ramasse dans une position où là, je conçois des shows de télé. Puis des éléments de ça qui maintenant me choquent quand je vais aux États-Unis, on ne fait absolument pas attention. Et qu'en plus, on montre ça à la population. Donc, on est en train de leur dire, jetez tout ce que vous avez, on recommence à neuf. Pensez même pas à donner les trucs, cassez-les. Ça fait une meilleure image. Là, tu voyais les gars péter des bols de toilette à toute masse. Là, je disais, écoute, j'étais vraiment enragé. Et le soir même, j'ai écrit le projet, je dis, ce qu'on va faire. Le rêve d'à peu près tous les Québécois, c'est d'avoir une petite maison de campagne sur le Buton, avec les Saint-Paul, mais partout. Je dis, on va faire rêver les gens. On est à l'époque de la télé-réalité. On va essayer de construire comme les grands-parents le faisaient, avec à peu près rien. Puis à partir de matériaux, absolument. L'idée, c'est d'acheter rien de neuf. On est capable de se passer du phénomène, aller tout acheter neuf, puis trouver des solutions chez Home Depot, chez Rona. J'ai rien contre les grandes surfaces, j'ai rien contre le quincaillerie, mais est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec nous-mêmes? L'idée, c'est d'aller fouiller dans le container de cette émission-là, de ramasser les morceaux qui sont encore bons et de construire une petite maison qui va faire rêver, faire baver tout le monde. Alors, c'est le concept. Il est présenté 7 jours plus tard à Radio-Canada et à Télé-Québec, et en même temps, les deux le prennent. Là, problème, on va vers qui? Radio-Can qui ne peut pas me promettre qu'on va mettre en ondes dans l'année qui suit, peut-être, et Télé-Québec qui dit ça, c'est tellement notre mandat, c'est tellement notre cause à nous, qu'on va le mettre en ondes tout de suite et on va peut-être en faire une suite si c'est bon. Alors, on part de ça. Donc, c'était une façon En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une partie des éléments qui fonctionnent dans la télé-réalité pour justement attirer les gens qui aimaient cette forme de télé-là. On dira ce qu'on voudra, mais que ce soit Love Story ou que ce soit Occupation Double, ou regardez les codes d'écoute, c'est 1,2 million, 1,5 million et parfois 1,7 million. On peut être snob et bitcher contre le phénomène, mais reste que ça fonctionne. Donc, à partir de là, on fait quoi? Est-ce qu'on se bat contre ça? Est-ce qu'on décide de snobber ça puis de dire c'est de la merde, moi je vais faire du documentaire d'auteur, puis il va être vu entre mes amis? Ou plutôt est-ce qu'on se dit, OK, la gang qui écoute ça, les gros toughs qui font de la construction dans les entreprises,
si on les amenait à triper sur un show qui a une petite touche de télé-réalité, mais en même temps qui inculque des notions qui sont peut-être qui vont plus en tout cas dans le sens du développement durable, ce serait peut-être pas mal. Donc c'est comme ça qu'on l'a conçu. Là, je vais vous présenter un petit clip. C'est comme ça aussi qu'on l'a présenté à l'étranger. La série a eu pas mal de succès à l'étranger. On a vendu le concept, mais c'est allé même plus loin que ça. Donc, je vais vous montrer le clip qu'on présentait. Ça dure à peu près 6 minutes. Vous allez reconnaître la prochaine conférencière qu'a découvert à cette époque-là. Je vous laisse regarder le petit clip. Ce n'est pas simple. Il faut beaucoup de temps, énormément d'argent et des ressources illimitées. Les artisans du rebut global présentent l'histoire fascinante de 5 idéalistes et de leurs défis sans précédent. 2 femmes, 3 hommes et toute leur inspiration pour imaginer et construire une maison originale à partir de rien. Mais leur tâche est colossale. Interdiction totale d'utiliser des matériaux neufs. Sous l'œil amusé d'un vieux philosophe, ces 5 individus déterminés partent en quête de matériaux de construction dans les pires endroits. Ils mettent en commun toutes leurs habiletés pour inventer une maison au-delà de l'imagination. Au terme de leur expérience sur la montagne, ils ont pavé la voie au changement. Ce n'était qu'un début. Le plus dur était à venir. L'expérience a quitté la campagne pour la ville. Et cette fois, le défi est encore plus exigeant. Un seul plein d'essence pour transporter leurs trouvailles. Un seul conteneur pour tous leurs déchets de construction. Cette immeuble est en train de s'effondrer. Grâce au seul rebut de la ville, 5 individus doivent transformer cette maison abandonnée en un lieu original où il fait bon vivre. Au-delà de leur incroyable aventure urbaine, c'est maintenant à leur tour de prouver qu'à défaut de moyens, le génie humain peut déplacer des montagnes. Cette série documentaire exceptionnelle présente des gens qui s'efforcent de bâtir un monde plus responsable pour les générations futures. Malheureusement, ce qui a été fabriqué en 200 millions d'années, nous l'aurons tout détruit en 2 siècles. But if there are millions and millions of people working in some small way, that can add up to a large forest. Découvrez les moyens extraordinaires dont nous disposons pour faire face aux plus grands enjeux de notre planète. Des citoyens engagés. Des solutions inspirées pour un meilleur avenir. L'humanité est engagée dans une course contre la montre. Il faut aller plus loin, toujours plus loin. Cette fois, l'expérience fait escale ici. Au bout d'un quai, percé par les marées, 7 individus mettent leur génie en œuvre pour construire une maison écologique, autonome au niveau énergétique et dotée
et de technologies saines. Pour atteindre leur but, ils devront contourner un budget restreint, récupérer le maximum de matières premières, obtenir le soutien de la population locale et trouver toute l'aide nécessaire pour implanter les plus récentes technologies. En partageant leurs connaissances, en redécouvrant les vertus de l'entraide, ils rêvent d'éternité pour les générations qui les suivent. Leur ambitieux projet s'appelle Habitat 07. Il se nomme les Compagnons du Rebut Global. Ça vous donne une idée des 3 saisons pour ceux qui n'ont pas entendu parler. Ce que ça veut dire aussi, c'est que l'approche était un peu nouvelle de mettre en lumière ce qui se fait au lieu de dire ce qui se fait pas. Bon, Brigitte l'a dit, je viens de la pub, il n'y a pas de secret. À un moment donné, tu appliques les principes. Si tu es capable de faire vendre une bagnole que tu sais que ça ne vaut pas la peine pour le consommateur, tu es aussi capable de faire vendre une idée que tu es certain que ça vaut la peine pour la planète ou pour n'importe qui. C'est les mêmes principes. Puis ça, c'est important, j'en entendais parler ce matin en bas. Faire passer une idée ou transmettre un message, vous le faites à tous les jours, vous enseignez, vous le savez très bien. Il y a 2 choses. Est-ce que c'est intéressant ce que vous dites? Puis, est-ce que vous avez le bon langage? Je veux dire, notre série sur la pauvreté qu'on est en train de préparer, je rencontre un groupe de pression. Et je leur dis, OK, vous avez fait une manifestation devant Harper, vous l'avez fait devant Charest, vous l'avez fait devant tout le monde. Je dis, mais avez-vous établi un dialogue? Je dis, parce que moi, ça fait 20 ans que je vous suis dans les journaux, mais à chaque fois, il y a toujours la bagarre. Oui, mais la situation est critique. Là, j'ai dit, oui, mais avez-vous établi le dialogue? Qui chez vous établit le dialogue avec le même langage que les politiciens ou les gens d'affaires? Ben, il dit, non, il dit, on est un groupe de pression. OK. Là, tout ce que vous savez faire, c'est de la pression. Ben là, je te trouve un peu baveux. J'ai dit, c'est voulu que je sois baveux. Je veux juste t'amener sur un autre terrain. C'est vraiment ce qu'on a essayé de faire avec le Rebut Global. Mais là, on se disait, parfait. Les gens qui trippent sur la construction, les gens qui aiment l'écologie ont déjà suivi. Ça a été vu par à peu près 150 000 personnes en moyenne à Télé-Québec. Au même moment, à TVA, ma maison Rona a été vue par 1 100 000. Je ne suis même pas certain si on avait été à TVA ou à Radio-Canada, si les codes d'écoute auraient été aussi élevés. Je pense pas. Je pense qu'on aurait peut-être fait un 300 000 400 000, mais pas plus. Ce qui ne nous a pas empêché d'approcher ma maison Rona. En fait, c'est eux qui nous ont approchés. Ce qui a donné que 3 ans plus tard, ils ont quand même mis des panneaux solaires sur leur maison. C'était parfait. Les gens qui disaient, ils vous ont copié. Tant mieux s'ils nous ont copié. L'idée est là. Nous, on fait juste montrer, nous, on n'est pas des militants écologistes, on est des communicateurs. Il y a une bonne idée en quelque part. Notre job, c'est de la rendre la plus accessible possible. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Alors, je vous disais tantôt qu'on est animé par une drôle de danse. C'est vraiment ça. On va prendre une cause et on va se dire, OK, avec quel langage on va rejoindre différentes couches de société? Et ça, souvent, c'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup, mais il y a les approches ne peuvent pas toujours être uniques. C'est vrai que la force, le groupe, ça va donner quelque chose. Mais parfois, il y a des actions individuelles, des actions de petits groupes qui vont être plus entendus qu'un gros stunt médiatique. Donc, en 2006, donc après 2 ans de Rebut Global, on se disait, c'est le fun, on a pas mal fait le tour de la construction écologique, mais comment on fait pour toucher plus de gens? Parce qu'il y a bien des gens qui disaient, moi, construction, ça ne m'intéresse pas, ils pensaient que c'était un show de rénovation. Donc, on a créé La Vie en Vert. La Vie en Vert, c'était un show de consommation, comme ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu sur les ondes. Déjà, d'appeler ça La Vie en Vert, c'était ambitieux. Parce qu'on disait aux gens, et on l'appelle d'ailleurs, La Vie en Vert, on l'appelle le guide du consommateur responsable. On a essayé d'adopter la même approche, c'est-à-dire l'approche non culpabilisante. Quand vous écoutez l'émission, on ne vous dit pas que vous devriez faire ça. On vous dit qu'il y a des gens qui font ça. Dans l'émission, il y a plusieurs volets ici. Il y a du reportage pur pour vous faire connaître l'ABC du recyclage. On va faire des missions où on va essayer de pairer les gens parce que
Ce qu'on aime de la télé, c'est de la télé d'intervention. On aime ça débarquer en quelque part et essayer de solutionner quelque chose. On va rendre compte aussi des initiatives dans les écoles. Bon, les groupes qui essaient de verdir un coin de leur cours d'école ou la cafétéria, ça nous intéresse. Ça, c'est des choses qu'on va organiser, mais à la sauce télévisuelle. On va rendre ça des fois un peu plus excitant que ce qu'est dans la réalité, parce que le principe d'émulation est très, très important. Tu l'as vu dans une autre école, et on rêverait même des fois de faire des compétitions. Eux ont fait tel truc, vous allez faire quoi? Il faut passer des fois par des moyens comme ça pour que le message se diffuse. Et je vous dirais qu'en 3 ans de La Vie en Vert, on est rendu à notre 3e saison, je pense que le message fait son chemin. C'est un show qui, normalement, à Télé-Québec, aurait dû faire 70-80 000 de codes d'écoute. Et quand on frappe 150, 160, je veux dire, ça fait partie du top 3 à Télé-Québec. Le premier étant Ramdam, le deuxième étant soit les Francs-Tireurs, ou nous, ou Distadio quand ils sont dans leur voyage à l'étranger. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens sont prêts à entendre ce discours-là. Et, bon, nous, on pense qu'on a trouvé un ton qui était correct, mais je vous dirais que dans les prochains mois, et déjà on est en train de travailler, déjà le discours environnemental commence à faire du surplace. Il y a déjà des gens qui disent, là, on en entend parler partout, on ne veut plus rien savoir. Et là, les gens commencent à décrocher, même les diffuseurs commencent à décrocher. Ils ne veulent plus entendre parler de projets verts parce qu'il y en a eu partout. Je vais faire une petite liste, d'ailleurs, vous les connaissez probablement. D'ailleurs, il faut que je vais plus vite un peu. Il te reste 9 minutes. On a fait ça, 4 minutes, ça va aller vite. Le show TV5 là, sur lequel tu as travaillé. Ben, il y avait celui-là qui s'appelait Passer au vert. Oui, Passer au vert. Radio-Canada a lancé Planète Prise 2. Canal D a présenté un show qui s'appelait La Patente, qui s'adressait aux hommes 29-45, où on prenait de la récup et on faisait une invention. Aujourd'hui, ça ne marchait pas, mais au moins on en parlait. Canal Vie vient d'arriver avec une nouvelle émission qui s'appelle Billet Vert. C'est une espèce de petite escouade d'intervention qui débarque chez vous et qui va essayer de vous donner des conseils pour réduire votre facture d'électricité, être plus éco-énergétique, bon, des choses comme ça. Il y a Vox qui a fait quand même un bon bout de chemin avec Maxime Martin, une émission qui s'appelle Vert. Puis, comme je vous disais, la Maison Rona commence à avoir une préoccupation environnementale. En tout cas, ce qui est le fun, moi, ce que je trouve magique, c'est que avant, le discours était hermétique. On ne voulait pas en entendre parler, puis on ne voulait pas... tu sais, je serais allé voir les gens de la Maison Rona la première année, les producteurs de Zone 3 que je connais très bien, puis ils m'auraient dit « Écoute, mon granol, on ne veut pas entendre parler de ça parce que c'était trop dérangeant pour eux, parce qu'ils associent la démarche environnementale avec la perte de profit. N'oubliez pas que les télés privées se financent avec la commandite. La réponse qu'on avait, c'était oui, mais si vous allez trop loin et si vous dénoncez certains produits, ils n'annonceront plus chez nous. » Moi, ce que je leur disais, c'est au contraire, les entreprises n'attendent que ça, qu'il y ait un véhicule, parce que le changement est commencé un peu partout. Là, j'ai l'air un peu optimiste et à outrance, mais c'est pas, on est quand même aussi critique là-dedans. Mais quand je vous dis d'adopter des fois les nouveaux langages, c'est ça. Est-ce qu'une entreprise qui fait l'effort, c'est peut-être pas parfait le produit qu'elle a fait, mais est-ce qu'elle a le véhicule pour en faire parler? La vie en vert, c'est un peu ça. On va prendre des trucs, c'est pas très scientifique, mais on va prendre par exemple la boule de frigo qui fait que vos aliments durent plus longtemps. Ben, scoop, ça marche pas. Vous l'écouterez à l'émission, ça ne fonctionne pas. Dépensez pas 40$ là-dessus, la petite boule de lavage qui remplace le oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Et arrêtez de dépenser votre argent, et c'est ce qu'on dit. Mais on ne le fait pas méchamment, on n'attaque pas l'entreprise. On demande à l'entreprise de participer. S'ils ne veulent pas être là, ils ne sont pas là. L'autre chose aussi, quand on fait un show comme ça, c'est bien certain que ça fait avancer les choses rapidement, parce que quand vous débarquez une caméra dans le bureau d'un ministre ou dans le bureau d'une entreprise, c'est drôle, là, les portes s'ouvrent. C'est soit qu'ils ont peur des conséquences, ce qu'on appelle l'effet JE, ou qu'ils sont justement enclins à montrer ce qu'ils font, parce qu'il y en a qui font des efforts énormes. Puis il y a quelque chose d'encourageant. Puis j'entendais dans la conférence précédente que les changements ne se feront pas en 5 ans. Ça, c'est l'erreur qu'on a. On aimerait que tout change demain matin parce que la situation est dramatique. Ça va prendre du temps. C'est probablement pas nous qui allons en bénéficier, on l'entend souvent. C'est vraiment les jeunes. Je vous donnais mon exemple tantôt, c'était pas pour rien, de Normand Maurice qui était dans la classe d'à côté, et moi, 25 ans plus tard, qui fait exactement ce que je fais, je ne l'ai pas pris dans les arbres, je ne l'ai pas pris dans... C'est parce que j'ai été exposé à ça quand j'étais jeune. Si je n'avais pas entendu ce discours-là, si ma mère ne nous avait pas appris que le bac, c'était quelque chose de bien important, on ne serait pas aujourd'hui en train de faire des trucs comme ça.
Ça a l'air nono, mais c'est comme ça. Monsieur Saint-Onge, Oui. pouvez-vous nous parler de votre mission zéro déchet électronique? Ça s'en vient là. Exactement, le prochain clip. La mission Zéro déchet électronique, ça, c'était une des missions de la Vie en Vert. Vous savez, le nombre de millions de tonnes qu'on enfouit chaque année de déchets électroniques, d'ordinateurs, de iPods, de cellulaires, et surtout le nombre de conteneurs qu'on envoie au Nigeria, en Inde et un peu partout. On est allé tourner ça cette année. C'est des conditions épouvantables et il y a un marché noir exceptionnel. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire à petite échelle, nous, ici, avec nos Kodak? On va essayer de convaincre les détaillants d'embarquer avec nous. Fait que le petit clip que je vais vous montrer, c'est une espèce de making-of de la mission Zéro déchet électronique. Qui cherche? Je travaille avec ça. Je vais faire le responsable du marketing. Pour que les consommateurs puissent aller y porter leurs déchets informatiques. On va contacter toutes les entreprises qui vendent des produits électroniques et on leur a offert la chance finalement d'être la première entreprise à dire oui à une initiative de cette envergure-là. Ce qu'on essaie de faire, c'est trouver un peu le chaînon manquant qui manque. On va travailler en collaboration avec des centres de formation d'entreprises de récupération aussi. On s'est mis à plusieurs sur le téléphone pour contacter ces nombreuses entreprises-là, qui étaient souvent surprises parce qu'elles se disaient « Ah, ça n'existait pas déjà » ou plutôt « C'est la responsabilité du gouvernement de procéder à ce genre de collecte-là ». Je peux pas est-ce que je peux vous envoyer le communiqué de presse? Ça a été réellement là la difficulté, ça a été de convaincre quelqu'un que sa participation était essentielle et que c'était possible de le faire. Il y en a, ça a été catégorique, c'est non, on n'a pas l'infrastructure et on a même entendu on ne veut pas s'occuper des poubelles des gens. Les scanners, les imprimantes, les souris, les claviers, mais aussi les téléphones portables. Regardez ça sur le site internet, il y a exactement 13 503 personnes qui ont signé la lettre d'appui à la mission Zéro déchet électronique. Donc, on tenait évidemment le compte de ça sur le site de la Vie en Vert. Ça venait finalement nous confirmer qu'on faisait quelque chose parce qu'il y avait vraiment une demande, il y avait un besoin. Et ça devenait aussi un argument pour convaincre une éventuelle entreprise de nous appuyer parce qu'on avait un appui populaire. Ah, les signataires! Yes. Donc, bravo toute la gang, toute l'équipe. Alors, on va vous présenter ce partenaire-là, un partenaire visionnaire et avant-gardiste qui a accepté de dire oui, on embarque avec la Vie en Vert dans la mission Zéro déchet électronique. Bon. Quand on a approché Recyc Québec en disant qu'est-ce qui s'en vient au niveau de la réglementation, ils nous ont dit que ça fait 5 ans qu'on travaille avec et les détaillants et les fabricants. Là, j'ai 5 ans. Elle dit, oui, on appelle ça une table de concertation. J'ai fait quoi avec vos cartes? Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui lève la main et dit, OK, moi, je vais leur prendre le stock. Et regarde, on permet à des détaillants de faire de l'argent sur un objet. Alors, ce serait tout à fait logique qu'ils s'occupent en fin de vie de leur prendre. Bon, Dell commence à le faire, il y a des entreprises qui commencent à faire le changement. Mais ça prenait quelque chose de très près du consommateur. Je suis allé voir les détaillants, ils ont dit non. On n'embarquera personne, on fait front commun, personne ne va embarquer là-dedans parce qu'on attend la réglementation dans 5 ans. Je remercie. On a fait des téléphones, ça a été une job du maudit, ça a pris comme 3 mois avant que quelqu'un nous dise « Moi, je débarque de l'association » et je dis oui. Parce qu'on a promis à Bureau en haut une couverture comme celle-là. On leur a donné une campagne de pub gratuite. Et on a dit, si vous embarquez les 62 magasins. En fait, non, on leur a dit, embarquez le plus possible. Ils ont dit, on a 62 magasins, on embarque les 62. Et depuis ce temps-là, donc ça fait un petit peu plus qu'un an, c'est 770 tonnes de matériel informatique qui a été récupéré parce que les gens sont allés les porter chez Bureau en haut. C'est 54 000 pièces d'électronique. Je ne sais pas ce que ça peut représenter, mais c'est du stock. En maudit, c'est plusieurs camions. Mais tout le réseau de transport de collecte s'est organisé avec le réseau québécois des CFR, donc les centres de formation en entreprise et récupération. Je pense que vous connaissez ça un petit peu. Qui ne fournissaient pas et ça a été un drame. Desjardins nous ont donné un coup de main. Ils nous ont dit, écoutez, nos camions de sécurité pourraient peut-être transporter votre stock. L'élan de solidarité a été énorme. Là, on est un petit peu déçus parce qu'on se dit, on espère que ce réseau-là va augmenter. Est-ce que Future Shop ne pourrait pas faire la même chose? Est-ce que... Et c'est très difficile à partir du moment où ça coûte quelque chose. Là, nous, on n'a plus l'effort, on n'a plus les moyens, en fait, de fournir une campagne de pub à Future Shop, puis de l'exposure à Best Buy, puis à un moment donné, on n'en sort plus. Sauf que ce qu'il fallait, c'est partir le modèle, et c'est ça que ça a donné. Ce que ça a donné en bout de ligne, je vais conclure là-dessus, je ne pense pas vous présenter le prochain clip, mais suite et fin, à un moment donné, il fallait tirer la plug sur le but global, ça a fait de son temps.
On revient finalement à la mission 1 de Normand Maurice, qui était de donner un coup de main aux jeunes décrocheurs, aux jeunes qui n'ont pas la capacité de suivre un programme académique. Donc, on a 17 jeunes en déficience intellectuelle qui partent avec, bon, il y a plusieurs organismes, dont toute l'équipe chez nous aussi, qui a donné un gros coup de main pendant un an. Puis sur la rive sud de Montréal, ils ont parti un CFR et ils se sont occupés d'à peu près 35% de tout ce que les bureaux en l'eau envoyaient au Québec. Et ça marche toujours, c'est sur pied. Et les 17 jeunes qui, normalement, le pourcentage, on nous disait que plus que la moitié de ça ne reviendront pas à la deuxième année. Sur 17 jeunes, les 16 sont revenus cette année. Puis, si vous suivez la série, vous allez voir le progrès entre la première journée où les jeunes sont même pas capables de mettre 3 mots là, en bout à bout, là, et à la fin de l'année où ils font des présentations devant les classes, c'est exceptionnel ce que ça donne. Fait que, donc, je vais conclure là-dessus parce que je pense qu'il faut se dépêcher. Le petit clip, on va laisser tomber. Puis, ben c'est ça. C'est ce que ça donne quand on décide qu'on se sert de la force d'un média. Merci beaucoup, M. Saint-Onge. Donc, c'était un exemple de ce que peut faire justement un médium. Et quand même, un médium qui est à l'extérieur de nous, qu'on observe, qu'on regarde, qui nous amène à réfléchir.